Quand elle quitte son Égypte natale pour aller vivre aux États-Unis, Omaïma Aref, une jeune femme de 18 ans, a des rêves à réaliser plein la tête. Projetée dans une société de consommation, libérée du carcan traditionnel, la jeune femme veut profiter de la vie et fait de sa beauté un atout pour obtenir ce qu'elle désire. Quand son chemin croise celui de William Nelson, un homme riche et beaucoup plus âgé qu'elle, c'est le coup de foudre instantané. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Dans notre podcast du jour, je vous invite à découvrir avec moi l'affaire Omaïma Nelson, qui a défrayé la chronique américaine dans les années 90 et continue toujours de faire parler d'elle. Avertissement, certains passages du podcast risquent de heurter la sensibilité des auditeurs. Il est donc conseillé à un public averti. Omaïma Aref vient au monde en Égypte, dans la ville du Caire, en 1968. Elle grandit dans un environnement marqué par les traditions rigides et une certaine austérité. Ses parents, qui ont 15 autres enfants, sont des paysans illettrés et très conservateurs. Omaïma est élevée selon des principes stricts, où la soumission des femmes aux figures masculines est une norme. À 6 ans, elle subit une excision, sorte de circoncision féminine très répandue à cette époque en Égypte et dans d'autres pays d'Afrique de culture musulmane. Le but de cette mutilation génitale est de supprimer le désir sexuel et préserver la chasteté de la fille jusqu'au mariage. Particulièrement barbare et douloureuse, l'excision est généralement pratiquée sans anesthésie et dans des conditions hygiéniques douteuses par des femmes qui ont appris le métier sur le tas. De ce fait, beaucoup de fillettes succombent à des hémorragies. Celles qui y survivent restent traumatisées à vie, comme c'est le cas pour Omaïma. Les premières années d'Omaïma en Égypte ne sont pas vraiment connues, mais son enfance est marquée par les difficultés économiques et les tensions familiales. Dès son plus jeune âge, elle est confrontée aux inégalités de genre et au poids des traditions. Voir ses frères favorisés au détriment de ses sœurs réveille chez elle de la colère et un sentiment d'injustice latent. La famille Aref vit dans la cité de Carafa, dans la nécropole du Caire. À cette époque, c'est-à-dire au début des années 70, Carafa est divisé en deux sections, le cimetière du Nord et le cimetière du Sud. Les Aref vivent dans la première, dans une pauvre masure au confort spartiate, où 9 sur les 16 enfants ainsi que les parents dorment à même le sol. Les frères et sœurs aînés, déjà mariés, ont quitté depuis longtemps le domicile familial. Adolescente, Omaïma commence à se rebeller contre l'autorité parentale. Fuir au plus vite ce milieu devient un besoin vital pour elle. Elle rêve d'une vie différente, loin des restrictions imposées par ses parents et la société égyptienne. Sa beauté lui permet d'attirer l'attention des hommes, ce qui lui confère une certaine influence, bien qu'elle soit toujours sous la coupe des règles imposées par son père, qui la bat régulièrement avec sa ceinture. Plusieurs témoignages affirment que malgré son jeune âge, elle était déjà consciente du pouvoir qu'elle pouvait exercer sur les hommes. Un jour, lors d'une dispute avec son père, elle ose lui dire « Pourquoi devrais-je obéir aveuglément ? Je veux être libre et choisir ma propre vie !» Ce à quoi son père, furieux, répond « Une femme qui défie les traditions finit seule et perdue. Tu ferais mieux de t'y conformer, sinon, gare à toi !» À l'âge de 18 ans, l'occasion de changer son existence se présente enfin, sous les traits d'un certain Roger Steinbrook. Steinbrook est citoyen américain, divorcé et âgé de 47 ans. Il fait la connaissance de la jeune femme lors d'un voyage d'agrément en Égypte. La séduction opère rapidement, et même si elle ne parle pratiquement pas l'anglais, elle réussit à le rendre amoureux. Si elle n'éprouve aucun sentiment pour lui, elle sait que cet Américain est sa seule porte de sortie, une opportunité en or qu'il ne faut pas rater, et l'unique moyen d'échapper à la misère. En 1986, après plusieurs mois de paperasse administrative pour obtenir son visa de conjointe, Omaïma Aref prend l'avion pour la première fois de sa vie et débarque à Los Angeles, où l'attend son mari. La grandeur du pays, la richesse des avenues, les terrasses des cafés, les enseignes de boutiques de luxe par centaines, les hauts palmiers, les femmes blondes et en petite tenue qui se promènent tranquillement sur les avenues, a l'effet d'une claque sur elle. C'est exactement comme elle se l'était imaginé, voire même mieux. La jeune femme à la beauté exotique et à l'accent arabe chantant a des rêves plein la tête et un désir ardent de transformer sa vie et de se hisser au sommet d'une société où tout lui semble possible. Le couple s'installe dans le sud de la Californie. Après une période idyllique de lune de miel, les premières tensions, puis les litiges, finissent par éclater. La raison est la grande différence culturelle entre mari et femme, mais surtout la tendance d'Omaïma à vouloir séduire tous les hommes qu'elle croise, parfois maladroitement, ce qui rend son mari très jaloux.
Comme on peut s'y attendre, le couple finit par divorcer. La jeune Égyptienne, désormais libre, reprend le cours de sa vie, même si l'absence de l'appui financier de son ex-mari commence à se faire ressentir. Désormais, il lui faudra se débrouiller toute seule et trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. C'est aussi cela le revers de ce pays riche. Les gens ne s'entraident pas et ne se serrent pas les coudes comme en Égypte. Ici, il serait inconcevable d'aller sonner chez la voisine pour lui demander un peu d'huile, un peu de thé ou du sucre. Omaïma travaille dans un premier temps en tant que nounou, tout en menant des études de langue en parallèle. Mais cette existence, beaucoup trop sage et routinière, finit par la lasser. Elle, ce qu'elle veut, c'est une vie excitante, dans une belle villa avec piscine à Beverly Hills, entretenue par un mari qui lui donne tout ce qu'elle désire, sans compter. Âgée de 19 ans, pétillante, séduisante, téméraire et volontiers provocante, elle attire rapidement l'attention sur elle et ne laisse personne indifférent. C'est ainsi qu'elle finit par décrocher un emploi de mannequin pour lingerie, dans le centre commercial de South Coast Plaza. Si désormais elle gagne un peu sa vie, son amour du luxe et des choses matérielles ne devient que de plus en plus évident. Les garçons employés dans le centre commercial, avec leur modeste salaire, ne l'intéressent pas, même si beaucoup lui font des avances, ou projettent quelque chose de sérieux avec elle. Omaïma ne se laisse pas attendrir. Qu'est-ce donc l'amour sans argent et confort matériel ? En parallèle de son métier, elle fréquente beaucoup les bars à la mode de Los Angeles. Le Huntington Club devient son lieu de prédilection, avec sa clientèle masculine âgée et fortunée. Elle comprend rapidement que son pouvoir de séduction peut lui ouvrir des portes et lui assurer une vie confortable. Toutefois, elle semble également avoir une vision très pragmatique des relations et est prête à manipuler ses partenaires pour obtenir ce qu'elle veut. Omaïma, qui se fait appeler par les pseudonymes de Nadia ou encore Ishta, guette la poule aux œufs d'or et entretient des relations simultanées avec plusieurs hommes en même temps. Ses riches amants d'une semaine ou d'un mois la couvrent de cadeaux, l'emmènent en voyage en jet privé et subviennent à ses besoins. Mais l'attitude de la belle égyptienne commence à devenir problématique. Charmeuse à outrance lorsqu'elle jette son dévolu sur quelqu'un, elle peut changer de comportement en un clin d'œil lorsqu'elle se sent contrariée, devenant violente, vulgaire, colérique et incapable de se contrôler. Son premier amant, un certain Robert Hanson, 61 ans, l'accuse d'avoir pointé son revolver sur lui lors d'une séance de bondage consensuel. Toutefois, aucune accusation n'est déposée auprès du département du shérif. Omaïma s'en défend, prétextant que cela faisait partie d'un jeu sexuel. Ayant obtenu le permis de conduire en 1989, elle cumule les infractions du code de la route et est arrêtée plusieurs fois pour excès de vitesse et conduite en état d'ivresse. Toutefois, elle est incapable de sortir de son univers de croqueuse d'hommes, du moins pas avant d'avoir réussi à épouser l'un de ses fortunés amants. Jusqu'ici, aucun d'eux ne lui a fait la proposition. Il faut dire que pour ces hommes, pour la plupart déjà mariés et pères de famille, Omaïma Steinbrook n'est qu'une escort girl de luxe parmi d'autres, une sorte d'objet tentant qui pique la curiosité au début, mais dont on finit par se lasser après y avoir goûté. Mais c'est surtout ses sautes d'humeur et son agressivité qui fait fuir ses conquêtes, effrayées par son comportement bipolaire et problématique. Puis arrive un jour d'octobre 1991. Alors qu'elle joue une partie de billard au Huntington Club, elle sent un regard insistant sur elle. Juste derrière, accoudé au comptoir et sirotant lentement son cocktail Malibu, se trouve une sorte de vieux cow-boy mal dégrossi, qui parle à voix haute et interpelle le serveur en claquant des doigts. Omaïma, que tout le monde ici appelle par son pseudo de Nadia, se sachant observé, accentue son déhanché et prend des pauses sensuelles. « Fauchage, Nadia, mon tour maintenant !» Elle rit, suffisamment fort pour être entendue par l'individu au comptoir. C'est à cet instant que l'un des serveurs vient lui déposer un Cosmopolitan sur le tapis du billard. « De la part de l'homme assis là-bas !» L'Égyptienne feint d'abord l'indifférence et ne jette pas un regard à la consommation, continuant de disputer sa partie comme si de rien n'était. Elle veut voir jusqu'où il ira. Il est 22h et les clients du club VIP commencent à arriver. Des hommes âgés vêtus de costards, donnant le bras à leur petit ami âgé d'à peine 20 ou 25 ans. Pour cette clientèle qui a ses habitudes, les tables sont souvent attribuées d'office, sans passer par la réservation. Les femmes qui accompagnent ces messieurs, vêtues très court et maquillées à outrance, commencent alors à se dandiner dans tous les sens, allumant leurs cigarettes et lançant la tête en arrière en rejetant la fumée. Puis, elles se mettent à héler les serveurs, commandant des seaux de champagne, du caviar, des crevettes royales, du saumon en croûte, des huîtres de la baie de San Francisco, des plateaux de fromage français, en somme, toutes les choses qu'elles n'avaient pas l'habitude de boire et de manger. Elles blaguent, montrant toutes leurs dents en riant d'un rire forcé qu'elles ont acquis à force de pratiquer le métier.
Une fois servies, elles prennent la nourriture du bout des doigts avant de la mettre coquinement dans le dentier de leurs amants, qui se prêtent au jeu, conscients que l'argent peut tout acheter. Pour ces femmes, chaque jour est une lutte sans merci pour conserver leur sugar daddy du moment. Il suffit qu'une autre plus jeune et plus jolie accroche son regard pour que tout se termine. Entre elles, elles se mesurent du regard, se scrutent sans jamais échanger un bonsoir ou un sourire, conscientes de leur rivalité, chacune protégeant jalousement son territoire, sa table et son vieux plein aux as. Cet univers cruel et sans merci de femmes de la nuit, Omaima le connaît très bien et a appris à naviguer dedans avec un naturel déconcertant. Forte de sa différence ethnique, avec les blondes californiennes qui ont toutes la même plastique, elle sait que son exotisme ne passe pas inaperçu. La plupart des clients pensent qu'elle est mexicaine ou métisse afro-américaine, mais en l'entendant parler, ils comprennent qu'elle provient d'un endroit beaucoup plus tropical encore. D'ailleurs, elle commence même à forcer son accent égyptien, bien qu'elle soit désormais capable de parler un anglais correct. Je vous observe depuis tout à l'heure, et je peux dire que vous avez un bon coup de manche. Omaima se retourne, feint la surprise, esquisse un petit sourire enjôleur. L'homme du comptoir a fini par craquer et venir à elle. Il tient un verre de whisky à la main et demande à trinquer avec elle. Il se dépêche de faire les présentations. « Je m'appelle William Nelson, et je vous prie, appelez-moi Bill. » Une chose est sûre, lorsqu'il s'est arrêté dans ce bar ce soir-là, il n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un, surtout quelqu'un comme ça. Mais une chose qu'il avait apprise pendant son séjour dans le corps des Marines des États-Unis est qu'il ne faut jamais laisser passer une occasion en or quand elle se présente à vous. Bill Nelson est immédiatement fasciné par la beauté orientale d'Omaima, ses yeux noirs mystérieux et sa présence magnétique qui la différencie des autres filles présentes à cette soirée. Bill a 56 ans et est originaire du Texas. Il conduit une Corvette rouge, porte des bottes Santiago rouge vif, une veste en cuir de veau marron et une grosse boucle de ceinture en or. Le prototype parfait du paysan américain parvenu, qui aime étaler sa richesse sans gêne et qui n'a pas honte de son apparence. Ses amis le décrivent comme plus grand que nature. Coureur de jupons notoires, habitué aux voyages et aux cultures différentes, il se sent immédiatement attiré par cette jeune femme énigmatique, à la peau brune, à la taille de guêpe et aux cheveux permanentés à la Tina Turner. Ils discutent pendant toute la soirée. Bill veut tout savoir sur elle. « Tu es nouveau en ville ?» demande-t-il avec un sourire confiant. « Oui, je suis égyptienne, je vis en Californie depuis quelques années, » répond-elle, jouant de son accent étranger pour capter son attention. En la regardant, il pouvait le croire. Omaima a des traits arabes atypiques. Les femmes de cette région sont d'ailleurs réputées pour leur beauté saisissante et leur nature féline et passionnée. « Je suis divorcé et père de 5 enfants. Je travaille comme pilote privé pour une société appelée Cannon Mortgage Inc. Je fais aussi de la programmation informatique à mes heures perdues. » La conversation au bar ce soir-là se transforme en une romance éclair. Mais avant qu'il n'aille trop loin, Bill avoue à Omaima qu'il vient de sortir de prison peu de temps auparavant. La raison est que pendant des années, il a fait entrer clandestinement de la drogue et des appareils électroniques au Mexique depuis un aéroport du Texas. Il a été arrêté et a passé 4 ans en prison. Omaima, qui traîne derrière elle un passé sulfureux et mouvementé, s'en fiche pas mal. C'est vrai qu'il n'a pas de manière, qu'il boit comme un trou et fume un paquet de cigarettes en un clin d'œil, mais il a tout du mal alpha, du succès. Il se montre généreux et attentionné avec elle, tout ce qu'elle recherchait chez un partenaire. Pour l'épater, il lui raconte sa carrière de pilote et ses aventures aux 4 coins du monde, tandis qu'elle lui décrit son enfance en Égypte, sa famille nombreuse et misérable, la misogynie des hommes égyptiens qu'elle supportait mal, et son envie de liberté qui l'a conduit aux États-Unis. Ils passent cette première nuit ensemble. Bill l'invite le lendemain à dîner, dans un cadre plus décontracté dans un restaurant où il a ses habitudes. Le week-end, il l'emmène faire du shopping à Santa Monica et danser dans un nightclub. Leur relation évolue rapidement. Nelson couvre sa maîtresse de cadeaux luxueux et l'invite dans des restaurants chics. Lors d'un dîner romantique, il la prend par la main et lui dit « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. J'ai envie de passer le reste de ma vie avec toi. » Omaima, touchée par son attention mais consciente de l'opportunité que cela représente, lui sourit et répond doucement « Tu es un homme bon, William. Peut-être que le destin nous a réunis. » 5 semaines seulement après s'être rencontrés au cours de cette soirée au Huntington Club, les deux amants décident de se rendre à Phoenix, en Arizona, pour se marier. La cérémonie de mariage se déroule dans un mélange d'enthousiasme et d'empressement, sans invités et sans témoins, et célébrée dans une petite chapelle très kitsch où le pasteur est déguisé en Elvis Presley. Puis le couple s'envole vers Hawaï pour passer sa lune de miel. À leur retour, ils s'installent dans la belle villa du mari, à Costa Mesa, au sud de la Californie.
Omaïma, désormais Madame Nelson, est sur un petit nuage. Elle vient enfin d'exaucer son vœu le plus cher, épouser un homme riche, capable de lui offrir la vie de princesse dont elle rêvait tant. Bill, quant à lui, dépense sans compter pour elle. Rien n'est jamais trop beau pour sa jeune et sexy épouse. Omaïma, de son côté, joue le rôle de la femme tendre et aimante, bien que parfois, il arrive que certaines de ses attitudes laissent entrevoir une part plus calculatrice et plus sombre de son caractère. Cependant, la grande différence d'âge et de culture commence à créer des tensions au sein du couple. Bill, habitué à être aux commandes, se montre rapidement contrôlant et possessif. De son côté, Omaïma, qui a toujours cherché à prendre son indépendance, refuse de se soumettre totalement à lui. Les premiers mois de leur union sont marqués par des disputes et des incompréhensions. « Tu devrais être reconnaissante. Je t'offre une vie de rêve », lui lance un jour Bill lors d'une énième dispute. Omaïma, furieuse, rétorque. « Je ne suis pas un objet que l'on possède. Je veux être traité avec respect. » Mais les choses ne s'arrangent pas. Bill se montre de plus en plus autoritaire, possessif et parfois agressif envers sa femme, tandis qu'Omaïma est toujours aussi rebelle. Elle est fière et refuse de se soumettre à l'emprise de son mari. Comme on peut s'y attendre, leur relation devient toxique et explosive, rythmée par des affrontements de plus en plus intenses. Eux qui étaient incapables de passer ne serait-ce qu'une journée éloignés l'un de l'autre, commencent à présent à s'éviter. Bill déserte souvent le domicile conjugal et rentre à des heures tardives, trouvant sa femme déjà endormie. Omaïma, de son côté, commence à s'ennuyer dans cette grande maison, au décor lourd et démodé, où les trophées de chasse cohabitent avec les peaux d'ours et les médailles de mérite de l'aviation. Une fois, en voulant apporter des modifications à une pièce, son mari est rentré dans une telle colère qu'il s'est emparé d'un vase et l'a projeté contre le mur. « C'est chez moi ici, et c'est moi qui décide du décor !» L'autre source de conflit est qu'elle a découvert que Bill lui a menti à propos de son ex. Bien qu'il ait dit à Omaïma que sa première femme ait effectivement demandé le divorce pendant qu'il était en prison, la procédure n'a jamais été finalisée. De ce fait, techniquement, il est toujours marié à elle. Cela suffit pour déclencher une guerre à la maison. Omaïma, jalouse et craignant d'être privée de ses droits en cas de décès de son conjoint, le presse pour mettre la villa à son nom et souscrire à une assurance vie dont elle serait bénéficiaire. Ce que Bill refuse obstinément, la traitant de femme vénale et de traînée. « Si je mets la maison à ton nom, que restera-t-il à mes enfants ?» Omaïma comprend ce jour-là qu'elle n'est qu'une option, alors qu'elle croyait être une priorité dans la vie de Bill. De peur de se voir retirer les bijoux, les fourrures et les sacs signés qu'il lui a offerts, elle s'en va tout placer dans un coffre-fort à la banque. L'ombre du divorce commence à planer sur ce couple, tombé amoureux en un temps record et marié au bout d'un mois de fréquentation. Convaincue que son mari fréquente une autre femme, Omaïma décide de faire pareil. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance d'un certain José Esquivel, un plombier mexicain, déjà venu réparer quelque chose dans la villa. La jeune femme, au puissant sex-appeal, n'a aucun mal à séduire cet homme simple, immigré comme elle, qui succombe rapidement à son charme. Ils deviennent amants, suivant le modèle de la pauvre femme riche délaissée qui finit par tomber amoureuse de son chauffeur ou de son jardinier. Bill, de son côté, ne soupçonne rien de la double vie de sa femme. Au fond de lui, il s'en fiche même un peu. L'attirance du début a laissé place à une totale indifférence. Désormais, il lui arrive aussi de se montrer extrêmement violent avec elle, allant jusqu'à la frapper et l'agresser sexuellement quand elle se refuse à lui. La tension accumulée finit naturellement par éclater. Thanksgiving, 28 novembre 1991. José Esquivel est devant son plateau repas, en train de regarder la télévision. C'est une soirée douce et tiède de fin de novembre californien, sans le froid et sans la neige caractéristique des fêtes de fin d'année. Sur la 7, il y a la rediffusion du film Rocky. José mâchonne son plat cuisiné, le trouve un peu fade et va chercher de la sauce piquante dans le frigo, puis revient s'installer sur son sofa. Toc toc toc, il sursaute. Les coups deviennent plus frénétiques, mais qui peut bien venir à cette heure ? Il se lève et se dirige vers la porte pour voir qui c'est. Sur le seuil, il trouve là Omaïma en pleurs. Vêtue d'un trench noir par-dessus sa nuisette, elle claque des dents et son visage est pâle. « J'ai besoin de ton aide, José », murmure-t-elle en regardant autour d'elle avec méfiance. José, intrigué, lui demande « Mais que se passe-t-il, Omaïma ? Tu as l'air bouleversée. » Elle prend une grande inspiration avant de lâcher d'une voix cassée « J'ai eu un problème avec mon mari, il est parti. J'ai besoin de me débarrasser de quelque chose, tu peux m'aider ?» José sent immédiatement que quelque chose ne va pas.
Il remarque des taches sombres sur les vêtements de la jeune femme, et son regard terrifié et fuyant. Il essaye d'en savoir plus. « Où est William ? Qu'est-ce que tu veux dire par « parti » ?» Madame Nelson évite la question et tente de l'attendrir, en lui effleurant le bras. « Tu sais, je peux te récompenser, toi et moi, on s'entend tellement bien, » dit-elle avec un sourire forcé. José, désormais inquiet, se recule. « Non, dis-moi tout de suite, qu'est-ce que t'as fait ?» Réalisant qu'il ne mord pas à l'hameçon, elle tente de minimiser la situation. « Pourquoi tu te mets en colère comme ça, mon chéri ? Ce n'est rien. Juste quelques affaires à faire disparaître. Laisse-moi entrer et on va en discuter, ok ?» Elle lui prend la main et se blottit contre lui. José la conduit machinalement au salon, où Rocky dispute son combat de boxe à la télé. Il va lui chercher un verre d'eau, lui propose du coca et de la tequila, mais elle refuse. Au bout de quelques minutes, Omaima s'est suffisamment calmée pour tout lui raconter. Mais, alors qu'elle lui explique comment tout cela s'est produit, l'humeur de José passe de l'inquiétude à la terreur. Il a du mal à croire ce qu'elle lui dit. « Si tu ne me crois pas, José, suis-moi dans la voiture. » Dehors, il trouve la Corvette Stingray rouge de William Nelson, qu'il connaît très bien pour l'avoir lavée une fois, garée en contrebas. En regardant par la fenêtre, il aperçoit un sac poubelle en plastique. Omaima ouvre la portière d'un geste mécanique et lui fait signe d'ouvrir le sac plastique. À l'intérieur se trouvent des paquets emballés dans du papier journal. Certains d'entre eux sont tachés de rouge, du sang. « Aide-moi à faire disparaître les restes de Bill. Il ne faut pas que quelqu'un le sache. Je t'en supplie, José, je vais hériter de la maison et de toute sa fortune, sans compter l'assurance vie. Et nous nous marierons, toi et moi, nous aurons des enfants et... » La voix d'Omaima semble soudain inaudible à son amant. Il est tellement choqué par ce qu'il voit qu'il est incapable de faire le lien avec ce qu'elle raconte. « José, tu es la seule personne qui me reste. Je ne peux pas aller en prison, tu comprends ? C'était un accident, il m'a violé, il m'a attaché comme une bête, il voulait m'achever avec son fusil de chasse. C'était de la légitime défense. Je ne suis pas une meurtrière. Tu me crois, hein, tu me crois ?» Le jeune Mexicain se redresse et fait involontairement un pas en arrière de la voiture. Il lance un regard à sa maîtresse, qui le supplie toujours, presque à genoux, la mine défaite par les larmes, complètement décharnée et échevelée, privée de sa superbe. Elle semble à présent comme une petite fille qui vient de faire une grosse bêtise et craint d'être punie par ses parents. « Je regrette, Omaima, mais... je ne peux vraiment pas t'aider. » Et il retourne rapidement à l'intérieur et verrouille la porte, craignant qu'elle soit armée et qu'elle s'en prenne à lui aussi. Il reste un moment derrière la porte, aux aguets, le souffle saccadé et les mains moites. La voiture n'a pas encore démarré. Que manigance-t-elle ? Au bout d'une dizaine de minutes, il entend finalement le vrombissement du moteur et la voiture quitter l'allée. José pousse un soupir de soulagement. Il n'arrive pas à croire à tout cela, ce qu'il vient de voir et d'entendre le dépasse complètement. Il se met à faire les 100 pas dans son salon. Que faire à présent ? S'il ne dit rien, il sera considéré comme complice. Et cela, il ne veut pas. Non seulement il sera jugé et jeté en prison, mais il risque même d'être extradé au Mexique. Alors, au bout d'une heure de mûre réflexion, il décroche le téléphone. « Allô, le 911 ? Je vous appelle pour vous signaler un crime. » Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là chez les Nelson ? Revenons quelques heures plus tôt. Quelques jours avant la fête de Thanksgiving, l'attitude de Bill avait empiré. Entre lui et Omaima, l'idylle avait touché à sa fin. Non seulement il l'évite, mais il est heureux quand elle n'est pas dans les parages. Dès qu'ils se retrouvent dans la même pièce, c'est le litige, et ce pour n'importe quelle raison. Souvent alcoolisé, Bill dirige désormais toute sa colère sur sa femme, la battant avec violence et la forçant, et parfois, à se plier à ses exigences sexuelles. Pour essayer de le calmer, Omaima décide d'organiser un dîner en tête-à-tête pour Thanksgiving, une sorte de tentative de réconciliation. Elle passe donc toute la journée du 2 décembre derrière les fourneaux, préparant la dinde, la farce, les entremets et même un plat traditionnel égyptien. En fin de journée, elle se rend au supermarché pour chercher du vin et le dessert, avant de rentrer finaliser les derniers préparatifs avant l'arrivée de Bill. Le repas enfin prêt, elle monte se préparer, s'habillant très sexy et se maquillant avec soin. Bill est arrivé, visiblement très éméché. Son chapeau de travers, sa démarche et son air débraillé prouvent qu'il a fait une halte au bar avant de venir. Il jette à peine un regard sur elle. Quand il voit la table dressée comme pour un mariage, il dit d'un ton moqueur. « T'essayes de me rouler dans la farine ? T'as mis du poison dans la dinde ? Tu penses vraiment que tu vas pouvoir te débarrasser de moi si facilement ?» Omaima tente le dialogue, le charme, la douceur. Mais Bill reste hermétique à ses tentatives de séduction. « T'es dégoûtante, tu fais pitié, rien de toi dans la glace. On dirait que tu vas sortir pour aller tapiner. » Mortifié par cette dernière remarque,
Elle se met à l'injurier en anglais et en arabe, puis à le griffer sur le visage et le cou. Mais Bill, physiquement plus fort, ôte sa ceinture et se met à la frapper et lui taper la tête contre le mur. Omaima fait plusieurs tentatives pour échapper à ses coups, sans succès. La poussant devant lui, il la traîne dans leur chambre à l'étage. Il la pousse sans ménagement sur le lit et quitte la pièce en verrouillant la porte. Omaima se met à tambouriner dessus, à appeler au secours, à le supplier de lui ouvrir. Elle s'empare alors du téléphone et tente de composer le numéro d'urgence, le 911. Mais elle voit le loquet de la porte tourner et Bill apparaître, une corde à la main. « T'appelles qui comme ça, la police ? Tu veux me dénoncer ? Ah, je peux en dire davantage à ton propos. Tu crois que j'ai pas compris ton manège avec ce Mexicain ?» Les choses finissent par dégénérer. Bill sort un grand couteau de cuisine et pointe la lame aiguisée sur la joue de sa femme, en lui faisant signe qu'il la balafrera sans hésiter, au moindre mouvement. Avec la corde, il lui attache les mains et les chevilles au lit, avant de l'agresser sexuellement, toujours sous la menace du couteau. Au cours de l'agression, Omaima réussit à libérer une de ses mains. Saisissant une lampe, elle la lance violemment vers William, la brisant sur sa tête. Il tombe au sol, inconscient. Un filet de sang commence à couler le long de sa tempe. Ne le perdant pas des yeux, la jeune femme, tremblante et à moitié nue, se détache en vitesse et descend du lit. À partir de cet instant, elle entre dans une sorte d'état second. Saisissant le couteau, Omaima se met à poignarder son mari et ne s'arrête qu'en constatant sa mort. Quand elle finit, elle reste là un moment, couverte de sang, essoufflée, contemplant l'horrible scène de crime. Peu à peu, elle réalise enfin que ce qu'elle a fait est très grave. Elle a tué un homme. Elle va passer devant le juge. Elle sera condamnée et envoyée en prison. Non, elle ne veut pas passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Il en est hors de question. Omaima a dit à José qu'elle ne voulait pas que cela se produise. Elle devait cacher les preuves et était prête à lui verser une importante somme d'argent s'il acceptait de l'aider. Elle a démembré le corps de Bill pour pouvoir le cacher plus facilement, mais elle ne pouvait tout simplement pas se débarrasser de tout elle-même. Elle avait besoin de José pour se débarrasser de la tête et du dentier de Bill pour que personne ne puisse identifier le corps. Au cours de la même nuit, et après avoir essuyé le refus de son amant, elle décide de se rendre chez un ancien petit ami, Richard Gray, pour lui faire la même proposition. Elle lui propose 75 000 $ pour l'aider à nettoyer la villa et se débarrasser du corps. Mais Gray refuse catégoriquement d'être mêlé à une histoire de meurtre et la chasse de chez lui. Omaima Nelson est arrêtée quelques heures plus tard, alors qu'elle était de retour chez elle pour rassembler quelques affaires afin de quitter la Californie. Elle ignorait que José avait appelé entre-temps la police pour signaler le crime. Au poste de police, elle passe rapidement aux aveux. C'était de la légitime défense. Il m'a brutalisé, m'a cogné la tête contre le mur, puis il m'a violé, en me menaçant avec ce couteau. C'était pas la première fois. Le reste de son récit est d'une brutalité inouïe. Au lieu d'appeler la police ou de chercher de l'aide, elle a entrepris de démembrer son époux. Pour ce faire, elle a utilisé des couteaux, un mixeur et d'autres ustensiles de cuisine pour découper le corps en plusieurs morceaux. Après avoir accompli cet acte macabre, Omaima a désespérément cherché de l'aide auprès de son entourage, tentant de recruter son amant ainsi que son ex-petit ami pour l'aider. Les deux hommes, troublés par son comportement et ses demandes, alertent les autorités. Lorsque la police intervient, elle découvre une scène d'horreur dans la maison. Les enquêteurs sont stupéfaits par le niveau de violence et la manière dont le corps de William Nelson a été mutilé. Certaines parties du corps ont été placées dans le réfrigérateur, d'autres brûlées ou placées dans des sacs poubelles, bouillies et frites dans de l'huile, dans une tentative maladroite de faire disparaître les preuves. Le plus surprenant est comment cette femme de petit gabarit a-t-elle pu commettre un tel carnage, toute seule, sans se faire aider par personne ? Des témoignages et des rapports de police révèlent qu'elle aurait goûté à la chair de son mari, bien que ce point reste sujet à controverse. Au cours du procès, ce détail particulièrement terrifiant va renforcer l'horreur de l'affaire et susciter une fascination morbide auprès du public. Lors des interrogatoires, Omaima maintient qu'elle a agi en état de légitime défense. « Il m'a forcé, je n'avais pas le choix », plaide-t-elle en larmes devant les enquêteurs. Jamais elle ne se définira comme coupable. Cependant, les preuves matérielles vont à l'encontre de sa version, et le degré de mutilation du corps suggère une intention bien plus sombre que la simple défense. Fin janvier 1992, Robert Hanson, un autre ancien petit ami de l'accusé, vient voir la police dans le cadre de l'enquête. Il raconte qu'un jour, suite à une dispute, elle a tenté de l'étrangler dans son sommeil avec une cravate. Effrayée, il lui a demandé ce qu'elle faisait. Alors elle s'est mise à rire, prétextant qu'elle plaisantait avec lui, et que c'était un jeu sexuel.
Inquiet, et la soupçonnant d'être capable du pire, il a décidé de mettre fin à leur relation. Le procès d'Omaima Nelson s'ouvre en 1993. Les procureurs présentent une femme calculatrice et manipulatrice qui aurait prémédité son acte. Une femme vénale, obsédée par l'argent et démunie de toute moralité. Ils mettent en avant le fait qu'elle ait tenté de faire disparaître les preuves et qu'elle ait sollicité de l'aide pour couvrir son crime. La défense, quant à elle, insiste sur son passé difficile, sa vulnérabilité et la violence présumée de William. Au cours du procès, John Fitzgibbon, un ancien ami et avocat de la victime, déclare que le couple a passé sa lune de miel à Laredo, au Texas, et non pas à Hawaï. Quant à leur mariage, que le couple prétendait avoir célébré à Las Vegas ou à Phoenix, il ne figure dans aucun des registres matrimoniaux des deux villes. La brutalité du crime, la dissection du cadavre, la tête, puis les parties génitales, ainsi que la présence de plusieurs restes dans le frigo, en dit long sur les véritables motivations de la meurtrière. Nelson aurait fait cuire les mains de son mari dans de l'huile, fait bouillir sa tête avant de la cacher dans son congélateur. Elle aurait par la suite utilisé un broyeur à déchets pour se débarrasser des os, de la peau et des autres organes. Cependant, l'idée selon laquelle elle aurait consommé la chair de son mari n'a jamais été prouvée, bien que possible. L'accusé a par ailleurs toujours affirmé que c'était absolument faux. Après plusieurs semaines de débat, le jury rend son verdict. Omaima Nelson est reconnue coupable de meurtre au second degré et condamnée à 27 ans de réclusion criminelle, susceptible d'être prolongée en condamnation à perpétuité. Elle purge depuis sa peine à la California Institution for Women, une prison à haute sécurité. Encore aujourd'hui, l'affaire Omaima Nelson demeure un exemple marquant des crimes domestiques les plus horrifiques de l'histoire des États-Unis. Son histoire a énormément choqué l'opinion publique dans les années 90. Si certains voient en elle une victime de la violence conjugale poussée à l'extrême, d'autres sont convaincus qu'elle est une dangereuse sociopathe, doublée d'une prédatrice manipulatrice, qui a exploité ses partenaires pour son propre bénéfice. Beaucoup font le rapprochement entre elle et le cannibale fictif Hannibal Lecter du film Le Silence des agneaux. En octobre 2011, Omaima Nelson a fait une demande de libération conditionnelle qui lui a été refusée. Selon les experts psychiatriques, l'une des raisons de ce refus est qu'elle ne faisait preuve d'aucun remords, n'assumant aucune responsabilité pour ses actes et continuant toujours de blâmer son ancien mari. Elle serait toutefois éligible à la libération conditionnelle à partir de 2026. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.